Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Et nous débutons cette édition avec la conférence de l'Internet. Le développement a été au cœur des débats lors de la conférence mondiale sur l'Internet jeudi dans la ville antique de Wuzhen, dans l'est de la Chine. Les sujets clés comprenaient la transmission culturelle basée sur l'Internet, l'innovation et le développement durable, ainsi que la Chine numérique. L'intégration de l'Internet et de l'économie traditionnelle a aussi été un sujet de conversation. Plus de 2000 personnes de 120 pays et 8 régions, dont 8 chefs d'État et près de 50 responsables ministériels participent à cette conférence qui se termine vendredi. Et CCTV a pu avoir les opinions des participants sur le discours du président chinois. Voyons leurs commentaires. Le président a mis en avant 5 propositions spécifiques et mentionné de nombreux sujets largement discutés au sein de la communauté internationale. En termes de gouvernance de l'Internet, l'adhésion de la Chine au principe est reconnue par la communauté internationale. Je pense qu'il souligne 5 choses très importantes sur lesquelles il faut se concentrer. Elles sont toutes très importantes et il faut se concentrer sur chacune d'entre elles. Il a fait un très bon travail pour cela. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il a mentionné l'innovation et la communauté d'avenir commun. L'Internet est quelque chose de quadrillé, comme les rivières propres de Wuzhen. Cela nécessite notre propre gestion. Donc, le président a systématiquement illustré que la gouvernance était une mission pour toute l'humanité pour la première fois dans son discours. Je pense qu'en tant que membre du personnel de l'entreprise, nous devons faire plus attention à l'intégration de l'économie traditionnelle dans l'Internet. Notre journaliste Léo Fan est actuellement sur place pour recueillir les avis des participants. Elle a interviewé le ministre ougandais des technologies de l'information et des communications. Ce dernier a écouté le discours clé prononcé par le président chinois Xi Jinping. Il nous fait part de ses impressions. Le président Xi a été très clair dans son discours et précisément sur 2 problématiques relatives aux communications. Tout d'abord, la construction des infrastructures en Afrique. L'Afrique a cruellement besoin d'être plus connectée. Le développement de l'Internet ne peut évidemment se faire sans cela. La connectivité est donc très importante, mais la connectivité requiert la construction d'infrastructures solides pour garantir sa pleine capacité en Afrique. Ensuite, le président Xi a évoqué la cybersouveraineté. Chaque pays doit être considéré selon un prisme différent, car il est difficile d'avoir un seul et unique type de structure de gouvernance. Chaque pays doit être en mesure de mettre en place une cybergouvernance qui lui est propre et qui respecte les standards internationaux. Et je pense qu'il s'agit de la bonne direction à suivre si nous voulons faire d'Internet un outil qui profite à tout le monde et non un nouvel instrument au service de la néocolonisation. Le département d'État américain a notifié le Congrès d'une vente d'armes à Taïwan d'une valeur de 1,83 milliard de dollars. Et ceci malgré la forte opposition de Beijing et l'éventualité que cela ne porte atteinte aux relations sino-américaines. Pour la première fois depuis 4 ans, les États-Unis ont autorisé une vente d'armes à Taïwan, malgré les objections de Beijing. La notification d'aujourd'hui est conforme à la loi sur les relations avec Taïwan et au soutien des États-Unis envers l'aptitude de Taïwan à maintenir des capacités de défense suffisantes. L'accord prévoit l'envoi d'1,830 milliard de dollars de matériel militaire à Taïwan. 2 frégates de la marine américaine équipées de 13 systèmes de défense anti-navires Phalanx, 769 missiles anti-chars TOW, 208 lance-missiles anti-chars Javelin et 250 missiles Stinger, en plus de systèmes de visée électronique, de munitions et d'équipements divers. L'accord n'inclut ni avions de chasse, ni systèmes d'armement plus sophistiqués. Cette vente survient alors que les États-Unis et la Chine connaissent quelques tensions au sujet de la cybersécurité de la mer de Chine méridionale. Beijing a émis une plainte auprès des diplomates américains et va prendre toutes les mesures nécessaires pour bloquer l'accord, ce qui inclut des sanctions contre les sociétés impliquées dans la vente. Nous nous opposons fermement à tous les pays qui vendent à Taïwan des armes, des équipements ou technologies liées, sous quelque forme que ce soit, et quelle qu'en soit l'excuse. Nous espérons également que la partie taïwanaise chérisse le développement pacifique des relations et fasse plus en faveur de l'amélioration et du développement des relations. Les États-Unis disent continuer à adhérer à la politique d'une seule Chine.
Lors d'un point presse ce jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Rong Lei, a réitéré les sanctions que la Chine allait prendre contre les entreprises américaines impliquées dans les opérations de vente d'armes à Taïwan. Certaines entreprises américaines ont participé à des opérations de vente d'armes à Taïwan. Leurs actes portent une grave atteinte à la souveraineté et aux intérêts sécuritaires de la Chine. Le gouvernement chinois et les entreprises nationales ne feront plus affaire avec elles. Le Premier ministre Li Keqiang a officiellement accueilli aujourd'hui son homologue russe Dmitry Medvedev. Celui-ci effectue une visite de 4 jours en Chine. Avant son arrivée à Beijing, il était à Guangzhou pour une réunion de l'Organisation de la coopération de Shanghai. De Shanghai et à Wuzhen pour la seconde conférence mondiale de l'Internet. Li Keqiang et Medvedev ont discuté de coopération politique, économique et sécuritaire. Medvedev a déclaré que la Russie et la Chine devaient accroître le commerce bilatéral pour atteindre les 200 milliards de dollars d'ici 2020. Il s'agit de la 20e réunion régulière entre les chefs de gouvernement des deux pays. Le mécanisme a démarré en 1996 pour guider les domaines clés de la coopération. Le président russe Vladimir Poutine a donné sa conférence de presse annuelle. Il a répondu aux questions des médias nationaux et internationaux. Il a déclaré que l'économie russe avait passé le pic de sa crise et que des signes de stabilité étaient déjà apparus au deuxième trimestre de cette année. Il a indiqué que le gouvernement était préparé à davantage de volatilité dans les prix du pétrole. Concernant la Turquie, il a réitéré sa condamnation concernant la destruction de l'avion russe. Il a aussi indiqué qu'Ankara se cachait derrière l'OTAN et qu'il ne voyait aucun espoir d'amélioration dans les relations avec la direction turque actuelle. Du côté de la crise ukrainienne, Poutine a déclaré que la Russie était prête à persuader les rebelles dans l'Est à arriver à un compromis pour une solution politique. Il a également déclaré qu'il s'attendait à ce que les relations commerciales avec Kiev s'aggravent. L'action par le gouvernement turc n'était pas seulement inamicale, c'était un acte hostile. Ils ont abattu notre avion. Un pilote est mort, ce n'est pas un accident. La Turquie dit qu'elle ne savait pas que c'était un avion russe. Et ils disent à l'OTAN avoir été intimidés. Qui les a intimidés? Qu'ont-ils obtenu? Pensait-il que nous allions quitter cet endroit? Bien sûr que non. La Russie n'est pas ce genre de pays. Avant la conférence de presse annuelle du président russe Vladimir Poutine, les habitants de Moscou ont exprimé leur soutien envers le président et ses actions sur la scène internationale. Selon un récent sondage, près de 90% des Russes ont confiance en leur président et soutiennent son action. Il se bat pour notre État, pour la Russie. Il ne fuit jamais personne d'autre. C'est bien, tout le monde a son opinion. Je suis fière d'avoir un tel président. J'espère que notre président va faire baisser les prix parce qu'il est difficile de vivre dans les conditions actuelles. Je pense que sa forte popularité est complètement méritée. Il fait ce qu'il y a de mieux pour le pays et je soutiens Poutine pour cette raison. Les militants de l'État islamique ont lancé des roquettes mercredi contre une base située dans le nord de l'Irak où des soldats turcs sont stationnés sans l'autorisation du gouvernement irakien. La Turquie a déclaré que ces soldats avaient riposté et que 4 d'entre eux avaient été légèrement blessés quand des roquettes Katyusha sont tombées sur leur camp localisé au nord de Mossoul, le fief de l'EI. La Turquie a déployé près de 150 soldats supplémentaires dans le secteur de Bashika au début du mois, en déclarant qu'ils font partie d'un programme de formation de la milice kurde pour combattre l'EI. Le gouvernement irakien a fait savoir qu'ils n'étaient pas les bienvenus et qu'ils devaient partir. La base est située dans une zone contrôlée par les forces Peshmerga kurdes qui ont repoussé plusieurs attaques de l'État islamique mercredi avec l'aide de plus de 25 frappes aériennes de la coalition menée par les États-Unis. Et mercredi, la Fed, la Banque centrale des États-Unis, décidait d'augmenter son taux d'intérêt de référence de 25 points de base.
Avec la forte amélioration de la situation du marché de l'emploi cette année, on peut raisonnablement anticiper une inflation plus élevée. La Fed a donc pris la décision d'augmenter la fourchette cible du taux des fonds fédéraux, la faisant passer d'un quart de point à un demi-point. La Banque centrale a annoncé mercredi cette mesure après 2 jours de réunion. Le même jour et à la suite de ce communiqué, le dollar chutait face aux principales devises étrangères. Toujours mercredi, les contrats à terme sur l'or de la division du COMEX de la bourse du New York Mercantile Exchange ont connu une progression alors que le cours des actions américaines remontait pour la 3e journée consécutive. Cette première hausse du taux d'intérêt de référence depuis 2006 marque la fin d'une période de vaste assouplissement monétaire. Découvrons quelles en seraient les conséquences pour le renminbi et les flux de capitaux vers les marchés émergents. Je pense que la Chine va ressentir les effets de la hausse du dollar. Étant donné la forte indexation au dollar, l'appréciation du dollar va faire monter le renminbi en conséquence. Cela va accentuer la pression sur les exportations qui sont déjà lentes comparées aux années précédentes. Tout le monde n'est pas de cet avis. Nous allons avoir une certaine volatilité, en particulier sur le marché offshore, mais une dévaluation drastique n'est pas de mise. Bien sûr, le taux de change est sur une pente descendante. La devise se déprécie depuis août. Les effets de la hausse des taux de la Fed ont déjà été partiellement répercutés ces derniers mois. Bien sûr, nous prévoyons que le taux de change du renminbi ira vers l'équilibre. La Banque centrale chinoise a publié vendredi son indice du yuan, qui valorise la devise contre un panier de 13 autres devises, selon le poids des transactions en volume. L'indice vise à réduire les répercussions des fluctuations du dollar sur le yuan. Le renminbi reste relativement stable par rapport aux autres devises. Une seule hausse de la Fed n'aura pas de répercussions importantes sur le commerce extérieur chinois et les flux de capitaux. Quand la Fed augmente ses taux d'intérêt, en théorie, le dollar monte, car les investisseurs recherchent le meilleur retour sur investissement ou un refuge dans le dollar ou les bons du Trésor américain. Les capitaux vont quitter les marchés émergents pour aller aux États-Unis. Une grande quantité de bénéfices réalisés auparavant dans les économies émergentes est due à la libération des capitaux par l'assouplissement quantitatif américain en cours depuis 2009. Aujourd'hui, la Fed fait marche arrière. Toutes ces stratégies de transaction de produits et matières premières qui ont bénéficié de l'assouplissement quantitatif payent leurs dettes. Le temps est maintenant venu pour ces gros gains de s'inverser. Je pense que ce n'est rien de plus qu'une inversion naturelle de la tendance du marché. Si les taux augmentent, emprunter aux États-Unis va revenir plus cher. Cela pourrait-il être une opportunité pour la Chine ? Pour les émetteurs chinois d'obligations aux États-Unis, cela signifie un coût plus élevé. Le secteur des entreprises va revenir sur le marché chinois pour émettre de la dette. Cela va tirer le marché intérieur chinois. La Chine a élargi son marché obligataire interbancaire aux investisseurs souverains et institutionnels étrangers, qui pèsent 600 milliards de yuan et dont le poids augmente rapidement. En raison du processus d'internationalisation rapide du yuan, la devise chinoise va être plus solide et plus résistante aux turbulences du marché d'échange. La Chine a lancé son premier satellite d'exploration pour étudier la matière noire. La matière noire est un matériau invisible qui constituerait plus de 95% de la masse de l'univers. Le Wukong, nom donné aux références au légendaire roi des singes, est entré en orbite avec son panneau solaire déployé. Le décollage s'est produit ce matin au centre de lancement satellitaire de Jiuquan, dans le désert de Gobi, au nord-ouest de la Chine. Wukong a été conçu pour chercher de la matière noire, qui est un élément clé dans l'étude du cosmos. C'est le premier satellite du programme d'études spatiales de l'Académie des sciences de Chine et sa mission devrait se prolonger sur les 3 prochaines années. Et alors que la Chine vient tout juste de lancer son premier satellite pour étudier la matière noire, certains semblent reconnaître les efforts importants réalisés dans le domaine par un autre groupe de scientifiques chinois. Les scientifiques de l'un des laboratoires de recherche les plus avancés du monde travaillent maintenant depuis près de 5 ans pour percer les mystères de cette matière noire. Dans la province du centre-ouest de la Chine, le Sichuan, les montagnes à perte de vue semblent indiquer aucune existence d'un laboratoire de recherche moderne. Mais ici se trouve l'un des laboratoires les plus avancés du monde sur les recherches relatives à la matière noire, le laboratoire de recherche souterrain Mianping.
À la place d'un gros trou creusé dans la roche, les chercheurs ont opté pour un laboratoire incrusté à l'intérieur d'une cavité montagneuse, ce qui donne au lieu un aspect particulier, recouvert en son sommet par une paroi naturelle. La couche rocheuse au-dessus de nous a plus de 2400 mètres d'épaisseur, ce qui nous protège du passage de différents types de radiations cosmiques. Par exemple, si plus de 100 millions de neutrons se dirigent en notre direction depuis le sommet de la montagne, seulement un seul pourra pénétrer dans le laboratoire. Cette grande imperméabilité est en mesure de minimiser les risques d'interférence lorsque nous recherchons la matière noire. Le périple pour détecter la mystérieuse matière n'a pas été de tout repos. Les scientifiques doivent distinguer la matière noire de toutes les sortes de radiations cosmiques, des neutrons et des électrons. Par ailleurs, un environnement ultra purifié et de rigueur. Largement reconnu comme le meilleur laboratoire pour la détection globale de la matière noire, Mianping tente également d'éliminer les interférences à l'aide d'autres méthodes. Ce mur est fabriqué à partir de polyéthylène. Il peut bloquer, voire même absorber les neutrons. En tant que facteur principal des interférences, les neutrons se déplacent toujours en ligne droite. Ainsi, les murs sont toujours légèrement inclinés afin d'empêcher le passage des neutrons. Entouré de larges murs, le détecteur est à la recherche de la matière noire. La salle est confinée. Elle atteint à peine les 30 mètres carrés. Mais il faut au moins 300 tonnes de polyéthylène aux scientifiques pour construire de tels murs, d'une épaisseur d'1 mètre chacun. À côté de ces murs, de multiples matériaux ont été utilisés pour supprimer les interférences, notamment du plomb, du polyéthylène de borique et du cuivre non oxygéné hautement purifié. Avec tous les efforts réalisés dans les recherches au cours des 5 dernières années, les scientifiques sont déjà parvenus à des avancées majeures. Et maintenant, ils poursuivent leur exploration des contrées inconnues de l'univers lointain. De la danse à la pêche sur glace en ville et dans le pays, les Chinois s'amusent déjà au plaisir de l'hiver. Tandis que Beijing accueille le second festival national des sports d'hiver, les pêcheurs se sont rassemblés au lac Chagan dans le nord-est de la Chine. Reportage. Les 3 prochains mois, le stade de la capitale chinoise sera l'arène des sports d'hiver. Les athlètes ne sont pas les seuls à profiter de ce lieu. Les habitants, aux côtés des danseurs du second festival national des sports d'hiver, profitent également des labyrinthes de neige et des auto-tamponneuses. Pendant ce temps, la pêche sur glace commence sur le lac Chagan dans la province du Jilin. Chagan signifie eau sacrée en mongol. Le lac connaît un haut niveau d'eau pure et abrite plus de 70 espèces de poissons. La pêche sur glace de Chagan a été filmée lors d'un documentaire populaire A Bite of China en 2012. Depuis, des milliers de personnes se sont rassemblées dans ce lac gelé pour regarder ou participer à cette tradition de plus d'1 siècle. 4000 mètres carrés de marché sont couverts de neige. De nombreuses entreprises de commerce en ligne ont également aidé à stimuler les ventes de poissons. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 1h30 pour l'Afrique Info. Excellente suite de programme.